Bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation un petit peu tardive. J'espère que vous n'avez pas tous bu la bière qui était à l'extérieur sur le stand de Xebia. Les élections approchent, vous le savez. Alors je suis venu ce soir pour militer pour le développement durable. Alors non, je ne vous parlerai pas ce soir d'écologie, de nucléaire, d'OGM. Non, je ne vous parlerai pas de bio, ni de recyclage, mais bien de développement logiciel. Alors si vous hésitez encore, vous pensez qu'entre qualité et productivité, il faut choisir? Vous pensez qu'un logiciel qui a plus de 3 ans est obsolète? Vous développez depuis 2 ans et on vous demande de faire autre chose? Vous en avez gros et pensez qu'un autre monde est possible? Vous pensez que je parle trop fort et qu'il va falloir que ça s'arrête? Vous êtes au bon endroit. La télécommande ne fonctionne pas, c'est pas grave. Donc je vais me présenter, et donc je vais effectivement baisser un peu le ton. Je m'appelle Frédéric Dubois, et je suis consultant chez Xebia depuis 2 ans. Je me suis fait un certain nombre de cheveux blancs sur le développement logiciel. J'ai écrit un livre blanc sur la qualité logicielle il y a 1 an et demi. Et j'aime l'agilité. Alors revenons un petit peu au sujet de la présentation. Le développement durable. Alors c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est une très belle définition. Et je pense qu'elle s'adapte plutôt bien au développement logiciel. Quand on reprend un logiciel existant, on entend souvent mais qui m'a fait ce code? Ça arrive assez souvent malheureusement. On dit qu'on estime la qualité d'un code au nombre de what the fuck dans une réunion de relecture. Moi je pense que quand on développe un logiciel, quand on signe un contrat, on a une date de livraison. Et je pense qu'il manque un petit quelque chose par rapport à ça, c'est une date de péremption. Alors c'est un petit peu dur, hein. Mais parfois ça peut être un peu pire. C'est peut-être un indicateur de toxicité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que souvent, on pourra indiquer que c'est fragile. Hein, quand on reprend un code existant, on parle de code legacy, et souvent on râle, on dit que ça a été codé avec les pieds, que c'est fait n'importe comment, etc., etc. Et souvent on oublie que le code qu'on est en train d'écrire à ce moment-là, il va être critiqué de la même façon dans 3, 5, 10 ans. Mais nous, on a toujours de bonnes raisons, alors ça nous rassure. Alors c'est pas faute d'avoir essayé. Hein, le nombre de méthodes, de process, de techniques qui existent sur le sujet pour nous aider à produire du logiciel de qualité, il y en a un paquet, ça fait des années que ça dure. Alors pourquoi? Pourquoi dans cette situation, encore maintenant en 2012? Quand on pose la question, on a souvent des réponses un petit peu similaires. J'ai pas le temps, je vais pas terminer dans les délais. La qualité fait chuter ma productivité. Je suis pas capable de faire les deux, d'être productif et de produire du code de qualité. Alors je vais vous présenter un petit exemple. Donc, on a un projet qui a été développé, puis on va regarder un petit peu le coût de ce développement au fil du temps. Donc là, on considère qu'à T0, on a livré. Et donc on va voir un petit peu au fil du temps le coût associé à ce développement. On va voir qu'il va falloir... il y aura des bugs, il va falloir les corriger. Puis potentiellement, on va faire des régressions, donc on va en introduire d'autres qu'il va falloir également corriger. Et ces bugs, ils vont avoir des impacts financiers potentiellement. Tout dépend si on travaille sur des
des grosses applications avec de la vente en ligne par exemple, une interruption de service, ça peut coûter très 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 cher. Et ce qu'on oublie encore plus souvent, c'est le surcoût lié aux évolutions à venir. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le temps qu'on passe à chercher où on va bien pouvoir ajouter notre nouvelle fonctionnalité dans le code, parce qu'on n'arrive pas à s'y retrouver. C'est comment je vais pouvoir l'adapter pour pouvoir juste rajouter mon petit cas qui est un peu à la marge. C'est tout ce temps-là. C'est pas le développement de la nouvelle fonctionnalité ou de l'évolution, c'est comment je vais arriver à m'en sortir dans ce sac de nœuds. Maintenant, on prend le même développement, réalisé un petit peu différemment. Donc, si vous avez remarqué, il est un petit peu plus cher au démarrage. Puis derrière, il y a moins de correctifs. Il y a moins de bugs. Donc, du coup, les impacts financiers vont être moindres. Et puis, on va arriver à s'y retrouver dans ce code-là. Ça va être beaucoup plus facile. Alors, la question que je vous pose, c'est qui a été le plus productif? Est-ce que c'est celui qui a livré en premier et qui finalement a dû passer beaucoup de temps par la suite pour corriger, pour adapter, ou celui qui finalement a mis un peu plus de temps pour créer ce logiciel de manière un peu différente, mais qui va lui générer beaucoup moins de bugs, beaucoup moins d'anomalies, et qui va être plus facile à maintenir, à faire évoluer. Vous l'avez compris, tout est relatif. La notion de productivité, elle dépend du moment où on va la regarder. Si on la regarde au début, forcément, c'est le premier qui est arrivé qui a gagné. Si on la regarde au fil du temps, c'est beaucoup moins clair. Quand on parle de qualité, ce qu'on voit souvent, c'est le coût de la qualité. On nous parle, ça va coûter très cher, et comment je vais pouvoir arriver à faire ça? Non, on va plutôt enlever les tests, j'ai pas le temps, etc. On va essayer de réduire cette partie liée au coût de qualité. Et ce qu'on omet souvent, c'est le coût de la non-qualité. Quand on pose la question, en général, à, pas tous, mais à un certain nombre de DSI, et qu'on lui demande ce que lui coûte la non-qualité, en général, on a un grand blanc. Personne ne sait. Alors si on va être capable de voir un petit peu à la marge, effectivement, si on est sur un site de vente en ligne et qu'il y a eu un arrêt, ça va tout de suite se voir, parce que là, c'est direct. Par contre, l'impact sur l'image du logiciel, sur l'image de la société, est-ce que le logiciel va être utilisé par les utilisateurs? Est-ce qu'il va leur faire gagner du temps? Est-ce qu'il va leur apporter de la valeur? Est-ce qu'on va pouvoir le faire évoluer? Toutes ces choses-là, on ne le sait pas, on ne le mesure pas. Et pourtant, votre logiciel va évoluer. On estime qu'entre 60 et 80% du coût d'un projet est passé en maintenance. Et que sur ces 60 à 80%, 75% sont sur des évolutions. Alors c'est un petit peu dommage de ne pas le prévoir. Si on ne le prévoit pas, ce qui va se passer, c'est que finalement, pour une charge donnée, pour une équipe qui va travailler au quotidien, et la valeur qu'ils vont être capables de produire, de délivrer, elle va réduire au fil du temps. Pour être compensé par ce qu'on appelle le coût marginal. Ce coût marginal, c'est corriger des bugs. C'est chercher où on va pouvoir bien ajouter notre code, comment on va pouvoir l'adapter, le faire évoluer. Tout le temps qu'on perd à essayer de pouvoir ajouter une fonctionnalité. Et pourtant. Ça passe pas. Il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Alors le résultat est connu. On sait tous que si on fait du code sans le tester, sans tenir compte de nos petits camarades qui vont le reprendre plus tard, dans certains cas c'est nous, c'est un peu difficile, et on sait qu'on va aller droit dans le mur. Et pourtant, c'est ce qui se passe tous les jours. Et on continue. Alors investissez. Alors dans quoi?
dans l'assurance qualité, dans les processus, dans les outils, dans la mutualisation? Certainement. J'ai envie de vous faire un petit peu changer votre façon de voir le développement. Quelles sont les personnes qui sont indispensables au développement du logiciel? C'est l'équipe de développement. Et on a un petit peu trop tendance à l'oublier. C'est souvent sur cette équipe-là qu'on va réduire les coûts, qu'on va essayer de diminuer la charge, de les faire travailler plus pour gagner moins. Alors je vais prendre un exemple avec Dominique. Dominique, il est fort sympathique. Et son problème, c'est que c'est pas vraiment un développeur. Il est projectionniste à la base. Et dans son équipe, il est accompagné par deux de ses compères qui sont eux aussi fort sympathiques et qui ne sont pas très ordonnés, on va dire. Alors je pense que ça sent la success story à plein nez. Ce que je voulais dire par là, c'est que le développement logiciel, c'est un vrai métier. C'est pas réservé aux juniors, que ça ne s'apprend pas en 2 mois. Ça ne peut pas être fait par n'importe qui. Quand on entend qu'au bout de 2 ans de développement, il faut passer à autre chose, il faut passer chef de projet, architecte, parce que développeur, c'est pour les juniors, quoi, pour même les stagiaires. C'est un peu bizarre parce que c'est à ce moment où on commence seulement à comprendre ce que c'est que le développement. Alors forcément, il y a une cause à tout ça. Hein. Je pense que l'an 2000, la bulle Internet, le bug de l'an 2000, on a eu besoin d'un nombre de développeurs qui était énorme. Et n'importe qui pouvait être développeur. Il y en a qui ont bien su s'adapter et faire de très bons développeurs. C'est pas du tout ça que je veux remettre en cause ce soir. C'est que ça contribue à donner cette image du développement dans les sociétés où finalement c'est pas important. Ça peut être fait encore par n'importe qui. C'est pas là-dessus qu'il faut investir. Alors c'est quand même les personnes qui vont faire le logiciel. Alors qui peut développer rapidement un logiciel de qualité? Est-ce que c'est l'équipe de Dominique? Moi j'aurais plutôt pensé à l'équipe de Code Story, que je vous encourage à aller voir jusqu'à demain, qui sont les vrais professionnels du développement. Il y a un mouvement qui monte depuis plusieurs années, qui est le mouvement du software craftsmanship, artisanat logiciel en français, mais la traduction est pas très bonne, qui sont partis du manifeste agile et qui ont introduit justement cette notion de professionnel, de travail bien fait. Quand on regarde le manifeste agile, donc ils ont un petit peu annoté en disant, effectivement, le manifeste agile dit ce qui est important, c'est un logiciel qui fonctionne. Tant que ce n'est pas le cas, on n'a rien délivré, ce qu'on a produit n'a aucune valeur. Alors ce que dit ce manifeste, c'est oui, c'est vrai, mais en plus, ce qui serait bien, c'est que ce soit bien fait. Et donc ça parle également de communauté de professionnels. C'est vraiment la notion d'introduire le développement, comme vraiment un vrai métier. Alors ces professionnels, ils vont acquérir des techniques qu'ils vont maîtriser, perfectionner au fil du temps. J'en ai pris un. Les principes solides qui sont directement liés à l'évolutivité du code. Alors, il y a des choses à apprendre, à appliquer, toujours avec le recul. Hein, on n'applique pas bêtement des patterns, ça ne sert à rien et c'est souvent contre-productif. Par contre, il y a des choses à appliquer, et il faut les connaître, il faut les maîtriser pour pouvoir prendre la bonne décision. J'ai envie de citer Albert Einstein ce soir, parce que ça fait classe. La folie est toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un comportement différent. D'accord? En gros, c'est dur d'être un professionnel. Il faut de l'humilité, il faut se remettre en question tous les jours, tout le temps, pour s'améliorer continuellement.
Surtout dans notre métier où il est très très difficile de ne pas se laisser distancer. On a des nouveaux langages à peu près tous les jours, des nouveaux frameworks, des nouvelles technologies, des nouveaux outils. Si on veut pouvoir rester dans la course, bah effectivement, faut étudier ces nouvelles choses, il faut les appréhender, les comprendre, pour pouvoir faire le choix derrière. Alors vous allez me dire, je ne vais pas faire une équipe composée que de personnes ultra expérimentées. Bien évidemment. Ce que je vais vous faire dire, c'est qu'il faut un juste équilibre. L'équilibre, souvent, c'est une personne expérimentée qui arrive en cours de projet pour une dizaine de développeurs. Ce qu'il faudrait, c'est plutôt du 50-50 avec une notion de mentoring, de partage, pour que tout le monde monte en compétences et partager ces pratiques-là. Alors on a une très bonne équipe maintenant, mais il y a des choses que nous les développeurs on n'aime pas. C'est les tests. C'est pas bon les tests. On n'a pas envie d'en faire. Alors ça, pour aller débugger du code, aller écrire des scripts de 2000 lignes, il y a du monde, mais alors dès qu'il s'agit d'écrire un test, là c'est plus possible, quoi. C'est juste, c'est pas notre travail. Et pourtant ça fait partie du développement. Ça devrait en tout cas. Alors pourquoi? J'ai repris ce schéma de Scott Embler. Tout simplement pour réduire les coûts. Si on regarde le graphe, un bug qui est détecté sur un test d'acceptance va être beaucoup plus coûteux à corriger que s'il est détecté par l'hyperprogramming, évidemment, ou par l'intégration continue, donc ça nécessite d'avoir des tests qui tournent en permanence, d'avoir écrit des tests unitaires, de pratiquer le TDD, ça permet également de gagner du temps. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle qui pratique le TDD ou au moins le test first? Félicitations. C'est pas forcément simple à mettre en œuvre et facile au quotidien, ça dépend un peu des technos qu'on utilise aussi. Mais quand on arrive à le faire, quand on arrive à vraiment écrire ces tests en amont et à pouvoir produire notre code derrière, on a une immense satisfaction. Parce qu'en général, il fonctionne, il est propre. Et en plus, souvent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a compris ce qu'on avait réalisé. Parce que dans la plupart des développements, on se rend compte au moment des tests d'acceptance que ce n'est pas exactement ce qu'attendaient nos utilisateurs. Alors oui, on fait des tests pour éviter les bugs, mais pas seulement. On les fait aussi et surtout pour évoluer, pour permettre au logiciel d'évoluer. J'ai pris un petit exemple de code qui provient d'un kata de refactoring qui s'appelle The Guild Rose. Donc vous voyez, c'est du code qui est parfaitement lisible et bien écrit, avec plein de tests imbriqués les uns dans les autres. Et dans ce kata, il faut ajouter une fonctionnalité là-dedans. Donc là, si vous voulez un conseil, code découvert. Les tests vont vous permettre de pouvoir faire évoluer votre système, votre logiciel, sans risquer d'ajouter des régressions. Ça va vous permettre de le faire en toute sécurité. Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas de test, en général, ce qu'il va faire, c'est que vous allez juste rajouter des choses, vous allez éviter le refactoring parce que vous avez trop peur. Et du coup, votre logiciel, il va s'alourdir de plus en plus. Alors oui, c'est difficile, mais ça s'apprend. Il y a plein de techniques, il y a plein de plus en plus de librairies, de frameworks pour faire des mocks, pour faire des assertions. Il faut juste le pratiquer. Et quand on le pratique de plus en plus, on se rend compte que c'est pas si long d'écrire des tests et que finalement on peut être efficace avec. Donc au niveau de notre équipe, on a des super professionnels qui testent. Et puis on a souvent un membre de cette équipe-là qu'on ne sait pas trop où mettre réellement, qui intervient un peu sur le projet mais qui n'est pas vraiment là. C'est l'architecte. Alors il y a, là, on voit pas le bas, Sourceforce qui publie régulièrement, c'est pas date fixe, mais qui publie régulièrement sur leur tech radar,
sur ce qu'ils pensent être les bonnes voies à suivre, ou au contraire pas à suivre. Et dans le dessus de Mars, on peut voir qu'il y a deux notions intéressantes, qui est l'architecture évolutive et les coding architects. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai envie que vous libériez vos architectes, qui descendent de leur tour d'ivoire et qui participent au projet. C'est des gens brillants, de grands techniciens, et on leur fait faire des specs. Alors chaque projet est différent. L'architecture doit avant tout répondre à un besoin, et pas être quelque chose de général pour tous les projets qu'on va essayer d'appliquer, d'imposer à tout le monde, et qui finalement pour certains projets va juste être un frein à leur productivité. Alors je pense qu'il y en a qui en ont assez, qui ont décidé de mettre tout le développement en offshore, comme ça ils n'ont pas ces problèmes-là pour s'en occuper. Alors on en voit encore beaucoup. J'ai envie de vous dire, attention au mirage de l'offshoring. Évidemment, quand on compare le taux journalier des développeurs, il n'y a pas photo. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a un turnover qui est excessivement important. C'est un peu comme travailler dans une équipe qui change tous les 3 mois. En termes de productivité, on va avoir du mal. Il va falloir comprendre ce qui se passe, du mal à travailler. Bien sûr, il y a la langue et la culture. Sur certains projets, on fait intervenir des traducteurs entre les développeurs en France et les développeurs à l'étranger, avec un grand nombre de possibilités d'incompréhension. La culture également joue beaucoup. C'est-à-dire que dans certains pays, on ne dit pas non. Or, dire non sur un projet, c'est très important. Évidemment, les horaires, la distance avec le fonctionnel et la fuite des connaissances. Vous perdez la maîtrise. Alors, vous pouvez tenter l'expérience. Ça peut fonctionner dans certains cas. J'ai envie de vous dire, pas sur le cœur métier. Votre cœur métier, il faut le garder, parce que c'est ce qui fait vivre votre société. Et après, il faut créer une équipe. Il faut arriver à créer une équipe avec des personnes qui sont loin. Pour ça, il faut travailler ensemble pendant un certain temps. Il faut arriver à créer des liens pour que quand on les a au téléphone, quand on fait des conférences, on se dise des choses de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus ouverte, qu'on arrive vraiment à communiquer. Et puis il faut partager les pratiques, bien sûr. Ce qu'on voit souvent, c'est de la relecture, mais dans un sens. C'est-à-dire qu'en France, on va juger le travail des autres. Par contre, nous, on est au-dessus de ça. Donc ça crée un immense sentiment de supériorité qu'il faut à tout prix éviter si on veut arriver à vraiment travailler ensemble. Et enfin, méfiez-vous d'Excel. Je parlais des TJM tout à l'heure. Ce n'est pas uniquement des coûts journaliers qu'il faut additionner. Il y a beaucoup de charges en plus. Alors attention aux fausses économies. Oui, une équipe de professionnels a un coût. Faire de la qualité, ça a un coût. Et le réduire, c'est prendre le risque de payer plus cher. Beaucoup plus cher. Alors bien sûr, on a une équipe qui fait les choses dans les règles de l'art. Vous allez me dire, oui, mais moi, c'est pas dans 3 mois que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de répondre au time to market. Le fameux time to market. Si j'arrive trop tard, ça sert à rien que j'ai été productif, ça sert à rien que j'ai fait de la qualité. J'arrive trop tard et j'ai perdu le business. Alors pour ça, la réponse, elle est assez simple. Si on prend un cycle de développement un petit peu classique, on a une expression de besoin, des spécifications, on fait de la conception, plein de choses en amont, ça peut durer des mois, et on a produit du papier. Arrive enfin la phase de réalisation, en retard, normal. Et c'est là-dessus qu'il va falloir réduire justement les coûts, donc réduire sur la qualité souvent, c'est les tests qui vont en pâtir. Et puis surtout, on a pris effectivement beaucoup de temps avant de délivrer quelque chose. Si on prend le manifeste agile, ce qui est important, c'est le logiciel qui est délivré. Et là, on a délivré, d'accord, mais tardivement. Le besoin, il évolue sans cesse. Surtout sur les projets qui sont d'envergure, avec des développements qui vont potentiellement durer sur plusieurs années. Donc si on passe 1 an ou 2 à écrire
des spécifications ou récupérer le besoin, il y a de fortes chances qu'à la fin de cette année ou de ces 6 mois ou peu importe, le besoin il est changé, que ce soit plus exactement le même. Alors, je vais citer Peter Drucker, il n'y a aucun lien. C'est un théoricien américain du management qui dit qu'il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne doit pas du tout être fait. Alors soyez agile. C'était prévisible. Alors pourquoi être agile? Pas pour créer 600 user stories à l'avance, les faire estimer et arriver à les faire tenir dans 6 mois de développement. Pas en nommant un chef de projet Scrum Master. Pas pour faire hype. Pour itérer. Pour montrer. Pour délivrer et ajuster. Ce qui est important dans l'agilité, c'est le feedback. C'est être capable de s'adapter en permanence aux évolutions qui vont venir. Et si en plus on a mis en place les pratiques de qualité en amont, on va être en mesure de faire du déploiement continu. Alors, déploiement continu, c'est pas uniquement avoir quelque chose qui met un système automatique qui va déployer continuellement tous les commits. C'est être en mesure de pouvoir mettre le dernier build dans le référentiel en production. Et si on a la qualité qui répond à ça, si on a tous nos tests, on n'a aucun problème pour le faire. On est capable de le faire si jamais il y a un souci, ou si jamais il y a un besoin d'une fonctionnalité un petit peu plus tôt que prévu, on est capable de la mettre en production. La qualité est votre force. Les priorités, elles évoluent. Avec l'agilité, ça vous permet de revoir ces priorités sans impacter le développement. Vous revoyez le backlog. Par contre, l'équipe de développement, logiquement, elle n'est pas impactée par ça. On sait que c'est pas vrai. Mais le moins possible, en tout cas bien moins que sur d'autres techniques. Et donc on peut s'ajuster, on peut s'adapter aux évolutions qui vont venir du marché, tout en conservant les mêmes règles de qualité. Alors je vois des sceptiques. Je pense que vous êtes sur des projets au forfait. Ça arrive. Et effectivement, sur les projets au forfait, il y a un gros problème. C'est que souvent, les délais ont été raccourcis dès le démarrage pour tirer les prix vers le bas. Qu'on essaye d'avoir effectivement des délais les plus courts pour avoir le prix le plus bas possible. Alors je voudrais vous faire part de ce que j'ai appelé le syndrome de la success story, que j'ai vécu à quelques reprises. Une success story, c'est quand un client communique pour montrer sa satisfaction sur un projet. D'accord ? Alors souvent, moi j'arrivais à les sentir à peu près dès le démarrage du projet. Généralement, c'était un projet qui était assez ambitieux, pas forcément stratégique, mais assez ambitieux, qui était souvent mal cadré, qui démarrait en retard, mais avec une date de livraison qui était figée, et qui nécessairement générait beaucoup d'anomalies, des grosses tensions, des comités de pilotage tendus et récurrents, des avenants, des négociations, et surtout, une bonne dose de bonne volonté, par l'équipe de développement en général, par tout le monde, pour faire en sorte que le projet finalement aboutisse. Et après ça, après en avoir tant sué pour arriver à produire ce logiciel-là, finalement tout le monde oublie que ça a été si difficile, et tout le monde communique comme si ça avait été le plus merveilleux des projets. Moi j'ai envie qu'on enterre la hache de guerre entre les achats et les sociétés qui font le logiciel. Un autre monde est possible, à condition de partager les enjeux, mais aussi les risques. Alors Xebia a travaillé avec des spécialistes du juridique pour créer ce qu'on appelle le contrat agile. C'est un contrat qui réconcilie les problématiques des directions achats, qu'il ne faut pas nier, elles sont importantes et c'est normal, avec les principes agiles, chose qui est inconciliable avec du forfait. Ce contrat, il est à votre disposition.
et j'espère que vous allez l'utiliser. Vous pouvez même le modifier sous licence Creative Commons. Il a été fait pour vous. Alors pour conclure, je veux dire, c'est vous qui créez le logiciel. Alors montrez vos différences, échangeons les esprits. Merci. Je sais qu'il est tard, qu'il y en a qui ont soif, moi aussi. J'écoute. Juste une petite question. Tu dis que le problème, finalement, c'est d'une certaine manière le forfait. Vous comparez, pour moi, le problème, c'est l'externalisation. Alors, la question c'est, j'aurais dit que le problème était le forfait et que vous pensez que c'est plutôt l'externalisation. J'ai pas dit que le problème était le forfait, j'ai dit que c'est une des causes des problèmes actuellement. Et l'externalisation, on peut le faire, j'en ai parlé un petit peu avec le shoring, c'est pour accentuer un peu le trait. Toute la présentation était un petit peu militante, vous l'avez remarqué. Mais évidemment, l'externalisation, ça pose les mêmes types de problématiques pour effectivement arriver à régler ces soucis-là, en termes de juridique, mais également en termes d'organisation. D'autres questions? Vous êtes trop soif? Alors, je ne l'ai pas pris par cœur. Je vous encourage à aller sur le lien, qui est contraagile.org. Je peux vous le... Et en gros, c'est un travail très compliqué. Parce qu'on voit bien que sur les problématiques des achats qui cherchent à réduire le risque, à limiter le risque au maximum, en essayant d'avoir un prix qui soit le plus fixe possible, et les pratiques agiles, il y a un fossé. Donc ça va demander beaucoup de travail pour arriver à, d'un côté, fournir des indicateurs. En termes d'agilité, on est capable de montrer aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'intérêt de l'agilité, c'est aussi la transparence. Donc c'est de donner accès à la transparence sur le projet pour que le client voit le projet évoluer. Il y a évidemment tout ce qui est agilité, donc il voit les démonstrations, voit le logiciel évoluer. Donc ça, c'est rassurant d'un côté. Il y a des métriques qui sont fournies en continu. Également, donc il y a des indicateurs, des KPI qui sont fournis, qui sont définis dans le contrat. Ce genre de choses pour arriver à pouvoir avoir un accord des directions d'achat. Voilà, en substance, c'est ça. Pas d'autres questions? Merci.